Bienvenue au Polysécure, épisode destiné aux PME. Je suis avec Emeline. Et bonjour, de retour. De retour de passer de bonnes vacances? Oui, et de ton côté? Très bien aussi, c'est très reposant. Ça fait du bien. Pleinement en forme pour un automne qui s'annonce très, très chargé. Également de mon côté, très chargé, toujours très chargé, mais c'est du positif. Oui, c'est très agréable dans cet état-là. Aujourd'hui, tu m'as proposé qu'on parle des émotions, qui sont quand même un facteur très important dans les aspects de sécurité, puisque qu'on le veuille ou on le veuille pas, on en a tous. On vient des fois contraints d'y vivre, ou des fois ils sont suscités de façon non voulue. Et c'est justement un des axes que les malveillants vont utiliser pour venir nous chercher ou venir nous titiller. Je crois qu'on a toujours été un peu éveillé par plusieurs du spam ou du pluriel qu'on reçoit qui justement viennent nous inciter à l'action, basé sur des émotions ou juste où on nous fait passer. Puis à l'heure actuelle, on le voit beaucoup chez les personnes âgées, par exemple, où ils vont utiliser genre on se fait passer pour une petite enfant puis on a besoin d'argent de façon urgente parce qu'on est dans le pétrin, à l'hôpital, blablabla. Donc on vient susciter ces genres d'émotions-là. Fait que je vais te laisser aborder sur les 4 angles que tu voulais justement qu'on puisse en discuter, justement pour mieux s'outiller, mieux se préparer face à ce genre de choses-là et ne pas tomber dans les pièges qui sont associés. Oui, je trouvais que c'était une bonne idée de au moins nommer ces émotions-là parce que quand on a conscience de quelque chose, on le repère mieux ensuite puisque maintenant c'est clair dans notre esprit que telle émotion est potentiellement associée à quelque chose. Donc pour faire vraiment de l'humain notre meilleur atout, il faut être en mesure de comprendre la menace, d'identifier comment on y réagit aussi en tant qu'humain parce que derrière chaque attaque, derrière chaque clic, derrière chaque information communiquée, on ressent des émotions et c'est ça qui me fait passer à l'action. Donc on parle beaucoup d'ingénierie sociale depuis quelques années, donc des techniques de manipulation qu'utilisent les cybercriminels pour nous inciter à effectuer une action spécifique. Et quand on regarde, il y a souvent et même toujours une émotion derrière. Donc je vais en nommer 4 un petit peu plus tard, mais avant je vais revenir sur une chose qui n'est pas une émotion nécessairement, mais c'est la confiance. Et la confiance, bon c'est pas une émotion, je viens de le dire, mais la confiance est vraiment toujours au cœur des interactions. C'est une fois qu'il y a un lien qui est établi, le fraudeur il peut ensuite avoir des accès privilégiés, envoyer d'autres messages, transférer des fonds, etc., etc. Puis la sécurité consiste à savoir à qui et à quoi on peut faire confiance, c'est en termes de personnes, en termes de logiciels, en termes de fournisseurs, etc. Et ça va être important de savoir quand il faut et quand il ne faut pas prendre une personne au mot, etc. Donc ça va être vraiment ça l'idée que je veux amener. Et avant ça, je veux faire un espèce de petit disclaimer. Et vous vous souvenez, même dans le podcast, j'en avais parlé, tu t'en souviens, Nicolas Loïc, de l'été passé qu'on était en Europe en vacances, puis qu'on s'était fait cambrioler. Bref, plus de Mac à la maison. Puis quelques semaines après, mon chum qui reçoit un courriel de Apple qui dit « nous avons géolocalisé votre appareil, cliquez ici ». Mais ça, typiquement, ça fait beaucoup de sens dans la vie de mon chum, typiquement. Exemple, probablement qu'il n'est pas la seule personne à avoir reçu ce courriel. Peut-être que d'autres utilisateurs d'Internet l'ont reçu. Peut-être qu'il y en a qui ont même pas de Mac, fait qu'ils ont reçu ce message-là et se sont dit, c'est du scam, j'ai même pas d'appareil Apple. Il y a des gens qui peut-être en ont un, mais ils l'ont pas perdu ou ils se le sont pas fait voler récemment. Donc, je le flush aussi, ça fait pas de sens. Et il y a des gens, comme mon conjoint, pour qui ça faisait exactement du sens. On a mis le doigt exactement sur la bonne émotion, le contexte était là, le momentum avait été complètement aléatoire dans le sens où c'était pas ciblé nécessairement comme attaque. Mais on a mis le doigt sur 2 éléments importants, sur le momentum, sur le moment qui était bien choisi et qui était aléatoire d'un autre côté, mais aussi sur la bonne émotion. Donc il suffit, tout ça pour dire que c'est dangereux l'ingénierie sociale, c'est dangereux les techniques de manipulation parce qu'on est tous des humains, parce qu'on commet tous des erreurs, parce qu'on ressent tous des émotions et il suffit d'un moment d'inattention, un moment de fatigue, un moment d'urgence pour cliquer ou communiquer de l'information là où il faudrait pas. Donc bref, grande introduction pour vous rentrer dans le cœur du sujet, qui sont les 4 émotions qui sont potentiellement exploitées par les cybercriminels. J'en ai 4. On a, et je vais les décortiquer bien entendu, j'ai la cupidité, la curiosité, la peur et la serviabilité.
Ce sont les deux que je veux amener aujourd'hui. La cupidité, c'est peut-être la plus évidente. C'est l'appât du gain. C'est avoir la possibilité de faire de l'argent facilement, rapidement, la possibilité d'avoir un rabais sur quelque chose. Tout le monde en rêve. Pourtant, on sait qu'il vaut mieux se méfier quand c'est trop beau pour être vrai. Mais il reste que c'est très, très tentant. Je sais pas, de ton côté, Nicolas Loïc, tu as peut-être été confronté à certains exemples. On est tous confrontés à ça. C'est probablement celle qui a été le plus utilisée, c'est la fraude nigérienne, le fameux prince nigérien qui a beaucoup d'argent à nous donner en échange. Lui, celui-ci, blablabla. Donc oui, c'est celle qui a été le plus publicisé, le plus chose. Puis il y a encore des gens qui y tombent malheureusement ce genre de choses-là parce qu'ils vivent dans. Puis tu parles de concordance d'émotions dans le fond où parce que ces gens-là ne visent pas des gens en particulier, mais je pense que les statistiques disent qu'il y a juste 1% des courriels comme ça qui fonctionnent, qui mènent, mais c'est suffisant pour eux autres pour gagner leur vie en fraudant les gens de cette façon-là. Il s'agit que 1% des gens soient dans un moment de vulnérabilité émotive, donc se sentent seuls, ils ont été laissés par leur conjoint, il y a des choses comme ça. Donc ces éléments de sensibilité, tu l'as justement le vol que ton chum avait subi, ou vous aviez subi les choses. Donc, ils vont vraiment aller chercher cette émotion-là et parce qu'on est vraiment dans un état de faiblesse. Puis on ne sait jamais quand on est dans un état de faiblesse émotive parce que les aléas de la vie nous mettent dans une situation comme ça. Puis même à la limite, puis ça, c'est un cas qui a fait beaucoup de bruit. Je pense que c'est fin 2020 de mémoire, où GoDaddy avait utilisé une campagne de phishing à l'interne pour tester la sécurité. Pour sensibiliser les gens, puis en anglais c'est backfire, ça l'a vraiment mal tourné parce que ce qu'ils ont utilisé justement le volet de cupidité des gens dans un contexte où les gens étaient financièrement, puis ça se passe aux États-Unis où il y a une énorme incertitude économique, les gens perdaient beaucoup leurs emplois, on était en confinement, ça allait pas bien, les gens avaient besoin de cet argent-là, puis c'est juste avant Noël en plus, puis accéder à tel portail pour aller chercher. Fait que oui, il y a beaucoup de cas qui utilisent ça. Le cas de GoDaddy, c'est à ne pas faire parce que ça vient chercher les émotions justement des gens qui sont dans un état de vulnérabilité, puis l'entreprise devait savoir qu'il est dans un état de vulnérabilité. C'est peut-être pas l'approche idéale pour les sensibiliser de ce côté-là. Mais oui, parce que on est comme ça, on a toujours le goût, mais il faut se rappeler, puis là, c'est des fois de prendre un respire, puis de regarder l'émotion que ça vient susciter, de dire hey, c'est trop beau pour être vrai, puis de prendre le temps et de pas de juste se précipiter, même si on est dans un état de plus grande faiblesse émotive, tout dépendant de le moment où on est dans notre vie, là. C'est un très bel exemple ce que tu amènes et puis tu sais plus proche de nous aussi, on l'a vu avec de vrais fraudeurs cette fois, mais tout ce qui concerne les faux textos, tu sais quand le gouvernement a parlé du $500, etc., du fameux $500, puis les textos ont commencé à arriver sans se faire attendre, mais tu sais c'est quelque chose qui touche aussi beaucoup nos jeunes, cette émotion-là de la cupidité, parce que eux aussi ils ont peut-être du mal à dissocier ce qui est vrai et ce qui est trop beau pour être vrai, ils veulent y croire, on veut y croire, et tu sais exemple les faux concours, téléconcours pour gagner un iPhone, donne de l'information ou paye un montant pour recevoir un iPhone, etc. Donc ce genre de stratagème touche aussi beaucoup nos jeunes. Je pense pas qu'on en ait parlé sur le podcast, mais la fraude du guichet qui concerne vraiment exclusivement nos jeunes, ou est-ce que sur Snapchat, sur TikTok, il y a des fraudeurs, des influenceurs qui dégage beaucoup d'éléments de richesse et puis qui contacte des jeunes en leur disant hey, est-ce que toi aussi tu voudrais avoir cette nouvelle paire de chaussures, puis là le jeune ben oui, et puis en plus mon parent il veut pas que je l'achète, donc là le fraudeur lui propose de faire de l'argent rapide et en fait le jeune est rendu un peu complice d'un stratagème de fraude où est-ce que son compte bancaire est utilisé pour déposer des chèques frauduleux et qui ensuite s'est retiré. Donc tu sais on est en plein dans cette émotion-là qui est la cupidité. Ouais, ça, c'est les money mules, c'est les transporteurs d'argent, puis c'est très dommage parce que ces gens-là se font avoir au passage, puis qui, de façon criminelle, se trouvent être responsables dans ces éléments-là. Fait que c'est pas, pour les jeunes, c'est d'autant plus triste de voir ces éléments-là se faire qu'ils puissent jouer là-dessus. Puis j'avais l'autre exemple parce que je le vois beaucoup ces temps-ci, puis ça me fascine. Tous les modèles de faire de l'argent rapidement. Il y a ceux dans la crypto-monnaie, il y avait un stratagème qui nous avons un algorithme magique qui fait de l'argent rapidement en blockchain. Puis je l'ai testé parce que je suis allé vérifier voir qu'est-ce que c'était, parce que tu sais des fois il y a des zones comme ça, puis faites pas ça à la maison. C'est des professionnels qui parlent. J'ai utilisé une adresse courriel bidon, j'ai utilisé un numéro de téléphone jetable pour faire ce genre d'intervention-là, voir où ça allait me mener.
Et la quantité d'appels que j'ai reçus sur ce numéro de téléphone-là jetable était dément. Pendant 3 semaines, il appelait 3 fois par jour, non-stop, soir, nuit, fin de semaine. Il n'arrêtait pas. Il laissait des messages d'environ 10 à 30 secondes, je crois, où dans lesquels il ne parlait même pas. On entendait le call center, le centre d'appel qui est utilisé pour faire ce genre de choses-là. Fait qu'on imagine qu'ils ont industrialisé ce genre de fraude-là, dans lesquelles ils font croire aux gens qui ont la capacité de faire beaucoup d'argent. Fait que c'est là, j'allais le mettre tester, puis j'ai trouvé ça très intéressant comme c'est fait qu'à quel point, ensuite, c'est facile, parce que quand l'agent nous parle, ensuite, là, ils viennent nous inciter, puis là, ils nous flattent, puis on est encore d'autant plus tenté à mettre beaucoup d'argent dans une chose qui est pyramidale, essentiellement, là, une fraude pyramidale, dans ce cas-ci. L'autre, ce que j'ai vu aussi, ces temps-ci, c'est les jeux sur téléphone cellulaire, qui disent qu'on peut gagner beaucoup d'argent. C'est des jeux de jeux de casino, mais qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Puis je suis très fasciné parce que il y a pas, tu sais, ils nous disent pas qu'on doit mettre de l'argent. On dit on va gagner beaucoup d'argent facilement. On n'a pas de publicité, on n'a pas ci, pas ça. Ça aussi, il y a un anguille sous roche. J'ai pas d'équipement pour aller le tester, pour pas me mettre moi-même dans le pétrin. Fait que j'ai pas pu aller vérifier, mais il faut que je me trouve un équipement bidon que je vais pouvoir aller tester ce genre de choses-là parce que je suis vraiment curieux. C'est quoi le stratagème qui est en arrière parce qu'il n'est pas visible à sa face même. Autre le fait que ça sent pas bon parce que je vois clairement que je veux me faire qu'il y a un truc quelque part, mais je l'ai pas trouvé le truc encore parce que je vois pas où ils vont faire leur argent parce que c'est ça leur objectif. Ils veulent me donner des sous, mais cet argent-là vient de quelque part. T'sais, c'est pas quelqu'un qui me garage l'argent comme ça gratuitement. Fait que je suis très surpris. Fait que ça, c'est le genre de choses que je vois plus proche de moi maintenant, plus récent, qu'il faut aussi faire très attention, qui peuvent être des stratagèmes de fraude, un peu comme le celle du guichet, comme tu mentionnes, mais qui vont énormément toucher les jeunes parce que ça suscite le fait, les publicités sont très axées sur quelqu'un qui a pas d'argent pour payer au restaurant, dit non, moi je suis tel niveau dans tel jeu, machin. Fait que ils jouent beaucoup sur le prestige aussi, beaucoup sur l'argent, beaucoup sur cet esprit-là que on est des êtres, on devient des êtres meilleurs avec plus de capacité. Fait que c'est très, très particulier. Puis les publicités sont vraiment axées comme ça, puis je trouve ça vraiment pas correct. C'est pas, ça vient vraiment. Puis dans un business qui est d'apparence légitime, dans ce cas-ci, le cas du guichet, c'est un peu moins légitime, mais dans le cas d'une publicité comme il est monté sur les réseaux sociaux ou sur les cellulaires, c'est là beaucoup plus légitime, c'est beaucoup plus comme le chose aussi de chaîne pyramidale, c'est dans les mêmes zones que je l'ai attrapé. J'ai même, puis pour aller plus loin, j'ai même pris un reportage payé dans la presse qui va être, j'étais un peu curieux du fonctionnement, puis tu sais là ça montre à quel point les fraudeurs utilisent des moyens qu'on ne s'attend pas pour venir jouer justement sur cet esprit-là de cupidité, là, sur ce goût-là d'argent et de prestige qui est associé, là. C'est d'excellents exemples, je pense, qui illustrent parfaitement l'idée que je voulais amener. Je te remercie pour ces ajouts, c'est vraiment super riche. Donc maintenant, quand c'est un peu, vous avez l'émotion de dire, ça a l'air intéressant, c'est peut-être très très intéressant, de se rappeler que peut-être potentiellement ça peut être une porte d'entrée parce que c'est ô combien exploité plus par les fraudeurs. Clairement, eux, ils ont bien compris ça. La deuxième émotion, c'était la curiosité. Et la curiosité nous pousse à cliquer parce que là, notre curiosité est piquée et le meilleur exemple que je peux donner, ce sont les vidéos frauduleuses qui ont tourné longtemps sur l'application Messenger. Et la fameuse vidéo, est-ce que c'est toi sur ce vidéo? Regarde qui est mort. Et le pourcentage de personnes qui cliquent est incroyable. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a un peu peur, dépendamment de notre contexte personnel, mais la majorité du temps, on est juste simplement curieux. Je vais peut-être une anecdote par rapport à justement ces fameuses vidéos. Est-ce que c'est toi sur cette vidéo? Je veux illustrer le fait que comme pour l'histoire du Mac puis le courriel d'hameçonnage, il y a un contexte des fois qui fait en sorte qu'on est amené à cliquer parce que ça fait du sens pour nous. J'ai un client typiquement qui a cliqué sur ce lien-là, et lui il y avait un contexte, et quand il me l'a raconté, j'ai comme ben oui, c'est clair que ça fait du sens et que la curiosité l'a emporté plus. C'est-à-dire que ce client-là, dans la vraie vie, il a fait affaire avec une vraie compagnie de vidéos pour faire une vidéo promotionnelle pour son site web. Fait que là, quand il y a son ami qui lui a envoyé « Est-ce que c'est toi sur cette vidéo ?» Il dit « Ah,
c'est déjà en ligne, ça a été rapide, faire le montage et tout, j'ai même pas vu le dernier draft, puis c'est déjà en ligne. Donc lui, il a cliqué, la curiosité l'a emporté, et la spontanéité nous l'a fait cliquer, et puis ça a été son cas à lui. Oui, puis j'ai le même, moi-même d'ailleurs, on était dans un groupe organisé, tout ça, puis effectivement, une des personnes que dans le fond, son compte Facebook s'est fait hacker. Fait qu'elle avait envoyé ce message-là à tout le monde individuel, plus au groupe dans lequel elle faisait partie, dans lequel j'étais, justement pour coordonner les activités qu'on avait avec ce groupe-là. Puis elle a envoyé ça, fait que c'était probable, justement, que ce vidéo-là existe. Je disais, ah ouais, ben, je dis pas, c'est bien cool. Puis en plus, le message est en français, fait que tu sais, encore là, ça vient encore réduire mes défenses naturelles. Fait que je fais, ah bon, c'est bien drôle ça. Fait que j'ai quand même pris la précaution parce que de pas l'ouvrir comme ça. Et ce que j'avais trouvé très louche, parce que tu sais, le URL nous ressemble à un URL de YouTube, fait que tu sais, c'est comme OK. Mais ça ouvrait une page Facebook, puis ça demandait mon mot de passe. Là, je fais comme non, ça, c'est pas bon. Ça, on n'est pas dans la bonne zone. Là, on parle pas de la bonne chose. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, je l'ai ouvert dans un navigateur parce que j'ai des stratégies là que ça aussi ne faites pas à la maison parce que tu sais, si vous pouvez vous infecter vous-même avec ce que vous jouez. J'ai des environnements qui me permettent d'aller tester quand j'ai un doute raisonnable. Mais dans ce cas-ci, j'avais un doute raisonnable. Fait que j'allais vérifier qu'est-ce que c'était. Fait qu'essentiellement, puis pour expliquer ce qui arrive, c'est que quand on rentre notre mot de passe Facebook, fait qu'on donne le mot de passe au fraudeur le prend de façon systématique et vient envoyer le même message à tout le monde dans notre liste. Fait que c'est un peu ça le stratagème. Puis ils prennent le contrôle, ils prennent le contrôle au point du compte où les gens, ils changent les mots de passe, changent toutes choses. Fait que généralement, les gens qui tombent sur cette fraude-là perdent le contrôle de leur compte Facebook au complet. Fait que dans certains cas, ça peut être dommageable. Fait que c'est pas. Soyez très prudent. Puis j'en ai eu un autre cas où, comme ça aussi, je suis tombé dans le chose où j'avais quelqu'un avec qui je collaborais, puis il dit ouais, là, telle affaire, puis on avait envoyé un échange de courriel qui a précédé. Fait que les fraudeurs aiment ça, faire ça. Quand ils volent l'échange de courriel de la personne, puis il m'a envoyé un courriel, il dit ah oui, voici, on a une chose pour tel puis exactement par rapport à ce qu'on a discuté de ça, fait qu'un URL dit peux-tu regarder ça, le machin. Fait que c'est vraiment contextuellement, c'était excellent. Je clique sur le fameux URL. Je me fais amener encore sur une page avec saisir un mot de passe. Là, c'était le mot de passe de O365. Fait que là, ils vont vraiment la même chose parce que j'avais un chiffrier Excel en O365 que je devais accéder, qui était protégé, blablabla. Fait que là, ce genre de choses-là. Fait que là, c'était encore crédible, mais l'affichage m'a levé un doute raisonnable sur ce genre de choses. Mais il faut être ultra prudent. Puis même si je suis pas gêné de dire que j'ai tombé dans certains cas parce que le contexte était tellement parfait que c'est dans mon naturel de travail de faire ce genre de choses-là dans un contexte avec les gens, puis c'est ça où il faut être très éveillé. Puis justement, moi, le signe que j'ai vu, puis les fraudeurs vont probablement le changer dans les prochains mois, c'est quand tu arrives pour rentrer se brancher sur ils demandent le mot de passe pour entrer à Facebook, ils demandent le mot de passe pour entrer à autre contact, demandent le mot de passe pour rentrer dans un système qu'on a. Déjà là, on doit justement chose, puis parce que c'est des éléments de curiosité aussi qui vont associer à ce genre de choses-là. Ou si vous l'avez fait, parce qu'on est tous des humains, des fois on est distrait, puis justement c'est un peu le point. Allez changer. Si vous vous rendez compte que vous êtes allé par erreur, vous avez entré votre mot de passe, ça amène pas ce que vous voulez, allez changer votre mot de passe immédiatement. C'est parce que les fraudeurs ont quelques temps avant de mettre en application la chose, fait que c'est pas automatique. Ils vous laissent à peu près, vous avez à peu près, de ce que j'ai vu, je sais pas, à peu près 1 heure de lousse entre le moment où vous avez saisi votre mot de passe par erreur sur un site frauduleux et l'usage par le malveillant. Fait que si vous êtes assez rapide, vous allez le désactiver, changer votre mot de passe, vous vous sauvez du trouble. Second élément, activez votre deuxième facteur sur vos systèmes. Dans le cas de Facebook puis O365, ça l'a été un des indicateurs parce que je l'ai mis dans des environnements de test pour le voir, pour m'amuser avec les URL, et il lève pas le deuxième facteur. Donc, s'il y avait un deuxième facteur, j'aurais reçu une alerte, déjà là, puis de devoir saisir mon deuxième facteur. Et justement, ça l'aurait bloqué cette tentative-là, donc j'aurais protégé mon compte. Et ça, par ailleurs, ça déjà protégé, là. Ça aurait protégé mon compte. Oui, et j'aurais su que quelqu'un aurait attaqué mon compte en même temps quand que je l'aurais fait comme ça, parce que bon, j'aurais vu une panoplie de choses comme ça. Fait que même le malveillant, s'il avait eu mon mot de passe, n'aurait pas été capable de faire quelque chose avec celui-ci. Et l'élément avec le deuxième facteur qui est très important, si c'est pas vous qui avez posé l'action, ne cliquez pas oui. Parce que c'est aussi une stratégie que les malveillants utilisent maintenant. Vont bombarder, vont se rentrer en masse sur un site jusqu'à temps qu'on clique oui.
au deuxième facteur ou à l'élément qui est fait. Ceux qui nous envoient des pop-up, là, Facebook envoie des pop-up par exemple, puis on a plusieurs, Google nous envoie des pop-up aussi. Fait que ceux qui envoient des pop-up, puis ils vont nous bombarder à 2 heures de la nuit, justement jusqu'à temps qu'on soit tanné, puis ne cliquez pas oui, parce que si vous faites ça, là vous venez de donner la clé, et là tout votre compte va être pris en contrôle. Fait que ça, c'est mes 2 exemples. J'ai vraiment étendu beaucoup sur ce point-là. Mais c'est parfait, je suis contente que tu aies abordé le double facteur d'authentification parce que je l'aurais fait clairement de dire si ce n'est pas fait, oui, si on a cliqué par erreur, on change notre mot de passe, mais si c'est pas fait, ça urge à activer notre double facteur d'authentification. J'ai beaucoup aimé le terme défense naturelle que tu as utilisé et que tu vas probablement réutiliser avec les autres émotions que je vais mettre de l'avant, mais on en a des défenses naturelles effectivement et on a des barrières qu'on a qui existent, qui sont là naturellement et qui des fois vont tomber ou vont être un petit peu plus lourdes à certains moments, dépendamment de nos états, dépendamment des choses qu'on vit. Puis un dernier exemple pour illustrer la notion de justement, j'ai oublié dans quelle thématique on était au niveau de la cupidité, pas la cupidité, curiosité. La curiosité, my bad, je suis comme mêlée dans mes choses. Au niveau de la curiosité, les courriels qu'on peut recevoir avec un lien qui renvoie vers le drive en disant votre collègue, telle personne vous a envoyé un document partagé sur le drive, cliquez ici pour le consulter. Le principe est le même. Tu cliques, ça va te demander de te reconnecter et on envoie le mot de passe directement au fraudeur. Donc, de faire attention. On est curieux, on va cliquer. Mais à quel point est-ce qu'on s'attend à cette communication? À quel point est-ce que ça nous concerne? Si on n'est même pas dans le département au sein d'une entreprise de la comptabilité des finances et je reçois une facture, on n'a pas d'affaire à l'ouvrir parce que justement ça peut être un stratagème dans ce type-là. Donc curiosité plus, à faire attention. Ma troisième émotion, c'est la peur qui s'accompagne bien souvent du fameux sentiment d'urgence, des conséquences graves si on réagit pas rapidement. J'ai pensé à ces messages-là qui disent si vous ne réagissez pas, si vous ne répondez pas, si vous ne cliquez pas, peu importe, la Terre va exploser. J'exagère à peine dans la suite des mots qu'ils utilisent parce qu'on a vraiment l'impression que la Terre va exploser. Pensez-y, vous êtes en train de, naviguer tranquillement sur Internet et là, soudainement, vous avez une page qui apparaît sur votre browser avec un gros message d'alerte, c'est rouge, ça clignote, qui nous informe, exemple, que notre ordinateur est infecté par un virus. Donc ça, c'est typiquement simplement un pop-up frauduleux. C'est vraiment une page qui s'est ouverte qui n'a pas rapport avec rien du tout de notre système, que je peux juste fermer et continuer ma vie. Mais là, quand on reçoit ça, on commence à avoir un petit coup de stress, la panique, les mains moites, le sentiment d'urgence, faut agir immédiatement. Là, ça nous amène à moins de prudence et une certaine perte de contrôle sur la situation. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, puis moi j'ai surtout sur le web un peu, mais je suis moins sensible à celles qui sont sur le web qui disent votre ordinateur est infecté, cliquez ici ou ce genre de choses-là. Moi, ça m'affecte moins parce que je suis dans le domaine, fait que c'est pas destiné pour moi ce genre de fraude-là, donc ça l'interpelle pas la page chez moi. Celle qui va le plus interpeller, puis c'est vraiment, mais je trouve bien faite parce qu'elle interpelle vraiment la peur. C'est les messages téléphoniques qu'on reçoit, genre un agent du revenu va venir, ça, si vous voulez éviter machin, des troubles légaux, contacter ou machin. Et là, c'est la façon que c'est phrasé, que c'est dit, interpelle vraiment ce sentiment-là dans le moi. Puis c'est vraiment, je trouve ça, en plus, bon, tu dois me trouver bizarre, mais j'aime ça l'observer, voir ce que ça vient chercher réellement, parce que ça va m'indiquer comment les gens le vivent aussi, parce que je suis un humain comme les autres. Fait que je veux voir à quel point ils vont jouer, comment ils vont mettre l'urgence, comment ils vont jouer sur la peur, le fait de pas vouloir avoir des troubles légaux, d'avoir justement ces éléments-là, viennent chercher. Puis c'est surtout dans certaines zones, là, on va trouver ça plus en avril, mars, où c'est la saison des impôts au Canada, donc on va le retrouver. J'imagine que les autres pays, c'est sensiblement la même chose, doivent viser à peu près dans les mêmes moments où ça se fait. Là. Ça, c'est drôle parce que moi, les messages vocaux sont toujours anglophones, fait que déjà là, moi, je vois clairement que le message me n'est pas destiné. Mais depuis, pour une raison obscure, je ne suis plus sollicité par aucun message comme ça, parce que j'ai sur mon téléphone, mon numéro principal, je ne réponds que sur des numéros que je connais. Fait que de ce moment-là, toutes les autres tombent automatiquement dans la boîte vocale. Fait que c'est un filtre naturel que j'utilise, qui est à ma disposition pour limiter le fait d'être contacté par ce genre de choses. Fait que ça vient filtrer. Fait que j'ai l'impression que j'ai été mis sur la blacklist des malveillants parce que je réponds juste pas à leur requête. Donc ça vient atténuer. Puis là, j'en reçois littéralement plus de messages vocaux comme ça
qui m'incite à l'action rapide parce qu'il va y avoir des conséquences graves à ma vie si je ne fais pas ce genre de choses-là. Et l'autre pendant, puis on en a parlé un peu en off, ça vise surtout pour juste les grands-parents où leurs petits-enfants sont en trouble dans un hôpital, dans un pays étranger et ont besoin d'argent pour se sortir de ce pétrin-là qui amène aussi la peur de conséquences graves à quelqu'un qu'on aime. Là. C'est un bel exemple. Je veux rebondir par rapport aux appels. Tu parlais en période d'impôt, les agents du gouvernement qui vont faire des vérifications, peu importe. Mais pense aussi, et que les gens pensent toutes les personnes qui sont dans un processus d'immigration et qui reçoivent ce type d'appel là aussi, mais en lien avec leur immigration, en disant il y a un problème avec votre dossier, vous devez communiquer avec nous, vous devez communiquer votre numéro d'assurance sociale. Ça, c'est comme, il n'y a pas une période dans l'année, c'est en tout temps que des gens sont concernés par ça, et c'est des appels qui font vraiment froid dans le dos, ou même que tu as déjà passé tout au travers de ton processus d'immigration, puis là, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui dit que tu as fait une erreur, ou qu'on a commis quelque chose, et vous allez être déporté, ou ça fait hyper peur. Ça vient vraiment, vraiment chercher. Et puis, ouais, les grands-parents, la fraude aux grands-parents, justement, ça aussi, ça vient pas chercher des belles émotions, je trouve. Comparativement où, la cupidité, quand je t'entendais en parler, c'est fascinant. Tu dis, waouh, le stratagème, comment ils ont utilisé. Mais la peur, c'est une moins belle émotion, je trouve, en tout cas, à l'exploiter. Ça vient vraiment chercher pas de belles facettes de l'humain. Je poursuivrai avec notre dernière émotion, qui est la serviabilité. La serviabilité qui est très 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 redoutable en ce moment en entreprise. On veut aider, on veut rendre service à un collègue, à un collaborateur, à son gestionnaire. On veut se démarquer en étant réactif sur un dossier qui nous a été confié. Puis on est tellement excité par cette nouvelle mission qu'on oublie de faire des vérifications, de penser justement à la fraude au président. C'est typique, c'est vraiment la serviabilité qui est au cœur de ce stratagème-là. Parce que, exemple, on reçoit un message de notre dirigeant, de notre boss, puis là, il nous demande d'exécuter un virement d'urgence. Parce que si c'est pas fait, l'opportunité d'affaires, elle va être manquée. Il compte sur nous et a entièrement confiance en notre discrétion. Et bien sûr, toujours, c'est un courriel qu'on reçoit, puis il nous précise que il est en réunion toute la journée, il est injoignable par téléphone. C'est exactement ça, la fraude au président. Le fraudeur va se faire passer pour le dirigeant, envoyer un courriel à un membre de l'équipe, souvent au niveau comptabilité, au niveau finance, et on va personnifier des individus qui ont un pouvoir d'agir pour avoir ce contrôle d'une certaine façon, pour avoir ce sentiment d'aller chercher ce sentiment de serviabilité finalement. Donc c'est toujours des demandes urgentes, c'est toujours hautement confidentiel, et ça nous laisse croire que même l'entreprise pourrait être en péril si on ne réagit pas rapidement et adéquatement. Donc la serviabilité, gros morceau. Je vais avoir un autre exemple aussi, parce que là on parle de l'entreprise, mais ça nous concerne aussi dans nos vies personnelles. Exemple, je reçois un message sur Messenger d'une amie qui me dit hey, j'essaie de faire un virement Interac à une personne, mais je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, mais elle vend un vase que j'aime vraiment beaucoup et qui est unique au monde, puis j'aimerais vraiment vraiment ça l'avoir. Est-ce que tu peux faire le virement Interac à la personne, puis je te rembourse plus tard? Et c'est mon ami, clairement que je vais le faire, clairement que c'est par Messenger, c'est le moyen qu'on communique d'habitude, il n'y a rien de louche là-dedans. Je fais le virement Interac, mais je le sais pas, j'ai juste parlé au fraudeur directement. Donc c'est la serviabilité, qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, tu utilisais, c'était les stratagèmes en ingénierie sociale qu'on utilise énormément justement pour entrer dans l'entreprise sans notre carte d'accès. Justement, les gens vont tenir la porte. On est toujours dans un stratagème de justement d'utiliser notre naturel à vouloir aider notre prochain, parce que c'est ancré en nous, c'est ce qui fait qu'on est capable de vivre en société, on est capable parce qu'on veut aider notre prochain. Si on n'aidait pas notre prochain, on serait pas capable de vivre en société, là. C'est un peu ce qui a mené à l'évolution de notre société, justement, de ce qu'on est. Fait que c'est très basé là-dessus. Fait que c'est sûr que faut être très prudent. Il y a certains pays dans lesquels la serviabilité est plus élevée que d'autres. Dans le fond, ils vont utiliser cette stratagème-là. Au Canada, on est vraiment plus sensible que bien à d'autres places ailleurs parce qu'on est beaucoup plus prompt à venir aider son prochain que dans d'autres pays qui sont rendus un peu plus cyniques, on pourrait dire, dans lesquels où c'est plus rare. L'Europe, en certaines zones d'Europe, entre autres, c'est plutôt rare que dans cet axe-là de juste d'aider comme ça rapidement. Cependant, en entreprise, oui, parce que là, en Europe, ils sont davantage qu'ici d'ailleurs.
puisqu'ils vont plus vouloir démontrer, être prompt à réagir, être rapide et tout ça. Donc, cette volonté-là, vouloir bien paraître vers la hiérarchie est davantage marquée. Fait que c'est très culturel, mais ils sont utilisés sur des axes différents et faut être très prudent parce que justement, quand on est sollicité de façon comme ça, puis là c'est toujours très difficile, puis je m'expose à ces choses-là parce que j'aime apprendre, comprendre pourquoi, comment les malveillants réussissent à faire ça. Puis même dans certains cas, je me fais avoir parce que le flot d'activités qui entoure ou le contexte qui entoure la manœuvre me laisse présager, me fait tomber dans un contexte qui est normal, donc me fait tomber dans un contexte où c'est pas grave. C'est au bureau, on tient tous la porte à un collègue, on ne ferme pas en pleine face. C'est un naturel, fait qu'on agit comme ça. Ensuite, c'est comment de déconstruire ce geste-là et juste de vérifier si cette personne rentre dans une zone protégée au bureau et comment à ce moment-là de dire hey, j'ai pas vu ta badge, je te connais pas, qu'est-ce que tu fais dans le secteur? Juste d'avoir des stratégies non hostiles parce qu'il faut pas être agressif non plus parce que c'est pas le but de l'exercice, mais juste d'avoir cette curiosité là de je t'ai pas vu souvent, qu'est-ce que tu fais là, t'as pas ta badge, y a-tu un problème, t'es-tu enregistré à la sécurité parce que la sécurité permet généralement de fournir des badges temporaires, c'est juste d'amener sur une façon bienveillante, d'amener la personne qui essaie de tricher le système, mais peu importe la façon, là tu parles du vase la même chose de façon bienveillante, juste de peut-être reposer des questions qui remettent en contexte la personne, puis que justement que si c'est pas la personne qui parle pour de vrai, mais elle va être facile à détecter, disons, ton ami, disons, vous avez peut-être une activité commune qui s'en vient ou qui a passé, et juste faire une référence à cet événement-là qui est probablement pas connu du fraudeur, juste de où tu vas le mettre ce vase-là, ou c'est juste de ramener dans un flot normal de conversation. Ce qui fait que si c'est la vraie personne qui est en arrière, ne se sentira pas agressée parce qu'il faut pas être hostile avec nos amis non plus, mais que si c'est un fraudeur, on va détecter les faux pas qu'il va faire, puis on va soulever le petit doute raisonnable qui va nous amener à ne pas justement tomber dans le piège de la fraude. Mais c'est ultra difficile. Je parle de ça comme si c'était dans mon quotidien, puis c'est pas des gestes qui sont nécessairement faciles à mettre en œuvre, surtout si c'est dans le flow normal des conversations qu'on a avec ces personnes-là. Mais c'est intéressant le point que tu amènes aussi de dire, faut pas que la personne de l'autre bord le prenne mal. Moi, mon entourage sait que je souffre d'une certaine forme de saine paranoïa, donc ça les étonne pas de ma part, au contraire, ils vont rigoler. Mais souffrons collectivement d'une saine paranoïa. Je pense que d'avoir ce pas de recul-là, puis c'était l'idée qu'on voulait amener à travers ce podcast aujourd'hui, de dire on est notre meilleur atout. On parle souvent de l'humain comme une faille, mais c'est aussi une force. Donc d'être en mesure de comprendre la menace, d'identifier quelles sont les émotions qui jouent contre nous, parce que parmi les 4 qu'on vous a nommés, il y en a peut-être qui pour vous font plus de sens, font plus de sens, mais vous savez que c'est quelque chose dans lequel vous allez être plus susceptible de tomber. Donc d'analyser ça, de le reconnaître, puis de mettre justement un mot sur ces émotions-là, ça va aider les prochaines fois que vous allez être confronté à quelque chose, de dire qu'est-ce que Nicolas, Loïc et Emeline nous ont dit la dernière fois. Et le tour est joué. C'est notre victoire finalement. Donc je vous renomme les 4 pour conclure gentiment. La cupidité. On a parlé de la curiosité, de la peur et de la serviabilité. Il y en a probablement d'autres. N'hésitez pas à nous écrire si jamais il y en a d'autres qui vous viennent en tête ou si vous avez des anecdotes. Je pense que Nicolas, Loïc et moi aimons toujours vous lire et avoir de nouvelles idées. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, puis justement, c'est sur cet partage collectif-là de ces cas-là qui peuvent justement aider à sensibiliser le plus de personnes possible à prendre le temps. Puis là, je viens de me rendre compte un peu ton passé de ta formation à transférer, parce que connaître son émotion et la façon de justement d'apprendre à la gérer, à l'apprendre à la maîtriser, de ne pas cesser d'être en contrôle. Fait quand on la nomme, on la connaît, on l'identifie. Fait que là, ça m'a comme flashé en cours je me suis rendu compte que ta formation vient d'apparaître un peu. Puis effectivement, c'est la stratégie. Puis quand je parlais justement pour le volet de la peur, je m'expose justement pour comprendre ce que ça vient susciter chez moi. Dans un contexte contrôlé, là, je vais pas appeler puis être énervé. Là. Je sais que c'est une fraude. Je l'écoute pour voir qu'est-ce que ça éveille en sentiment dans moi. Puis reconnaître cette sensation-là. Et savoir que dans un contexte avec un appel téléphonique, généralement, quand ça l'éveille ça doit éveiller un doute chez moi sur ce que ça va faire. Fait que justement dénommer, fait que c'est très bien. Puis tous ces exemples-là que j'ai nommés, les tiens de nommer, puis partagez vos exemples, je pense que pour le collectif, c'est
c'est encore mieux, vos anecdotes. Puis faut pas être. Puis là, ça fait qu'on l'a pas abordé, c'est la honte. Puis pas la honte parce qu'ils vont, les fraudeurs vont l'utiliser, mais la honte de pas vouloir parler des faits qu'on se soit fait avoir et de justement de se sentir, tu sais, mal par rapport à ça. Faut pas, parce que si on est justement dans cet état-là, on ne divulgue pas l'information, on laisse les fraudeurs œuvrer sans aucune contrôle parce qu'on va vivre sur cet aspect-là de honte, de fait de cette puis moi, même comme professionnel en cyber, le fait que je me sois fait avoir quelques reprises que j'ai nommé sur le podcast d'ailleurs, je le vis pas avec honte, je le vis en riant parce que je me suis fait avoir justement dans les pièges exacts, puis ils m'ont eu justement dans le bon contexte. Fait que j'en parle en riant. J'ai été chanceux parce que comme j'ai des moyens de protection placés un peu partout, même si je me fais avoir, je me ferai pas avoir parce que j'ai le deuxième facteur, parce que j'utilise des navigateurs spéciaux qui m'empêchent de tomber dans des pièges comme ça. Mais évidemment qu'il faut être prudent, faut en parler, faut pas faut pas être honteux face à ce genre de choses-là. Faut partager, puis c'est justement là, un peu autant au podcast, dans votre entourage, partout, partout. De répandre autour de nous la bonne parole de la cybersécurité, c'est quelque chose pour lequel je milite beaucoup. Merci d'avoir nommé la honte. Je pense que c'est hyper important. Effectivement, on ne sait pas ce qu'on ignore. Donc, quand on en entend parler autour de nous, ça vient normaliser. Ça vient nous faire prendre conscience que ça existe aussi. Et non, c'est hyper pertinent. Après, Nicolas Loïc est très téméraire et ne fait pas ce qu'il fait nécessairement à la maison. Mais c'est toujours intéressant de revenir à la psychologie. Effectivement, moi, mon bagage est plus en criminologie à la toute base, donc c'est beaucoup de psychologie. Et ouais, c'est toujours fascinant de voir comment on agit et réagit. Donc, merci d'avoir accepté de parler de cette thématique-là aujourd'hui. C'est moi qui te remercie de l'avoir amené justement, puis d'avoir donné l'opportunité de l'explorer de cette façon-là, de l'explorer de façon humaine aussi, cet élément-là, justement pour qu'on puisse propager le message. Fait, je te remercie énormément. Générosité et ton temps, c'est toujours fantastique. Merci, et puis ce n'est que partie remise, on repartira sur d'autres thématiques et belles thématiques très bientôt. Merci. Au revoir.